Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine, toujours en compagnie de Kiko. Salut Kiko. Salut, bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien aussi. Et toi, comment ça va? Moi, parfait. Épisode 41, je suis heureux d'être là encore. Exactement, donc épisode 41 avec Thirst, Ceci est mon sang, un film de Park Chan-wook sorti en 2009. Quel est ton état d'esprit avant de commencer? Très hâte de le revoir. Pareillement. Comme on avait dit lors de la pioche, c'est un film qu'on a vu qu'une seule fois. Ouais, il y a longtemps. On n'a pas le même ressenti. Ouais, carrément. J'ai hâte de me reconfronter à ce film-là parce que moi, il m'avait laissé de très bons souvenirs, tant dans sa poésie que dans son côté morbide, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de propositions que j'ai adorées dans ce film-là. Notamment, de loin comme ça, j'avais l'impression que c'était un huis clos dans un petit appartement. Et ça, j'adorais ça. Réalisé par Park Chan-wook. Ouais, donc forcément bien. Voilà, un mec qui sait ce qu'il fait quand même, qui maîtrise son art visuel et son art narratif. Dans cette proposition, ça m'avait énormément plu. Je trouvais que dans sa période entre Thirst, Je suis un cyborg, il y a, les deux films, pour moi, ils se rejoignent sur leur côté poétique, tu vois. Ouais. C'est sa période un peu poésie que j'avais beaucoup aimé, bien avant qu'ils reviennent à, on va dire, à faire de mieux, c'est-à-dire à Mademoiselle. Ouais, cette période-là, en fait, je l'avais beaucoup aimé, qui m'avait pas mal intrigué quand même après sa trilogie de la vengeance. Je suis d'accord, il y avait un grand écart entre la trilogie et Je suis un cyborg. Moi, je peux comprendre, tu vois, qu'on soit un peu surpris, voire rebuté par la proposition qu'il a fait, même si, tu vois, c'est une proposition que moi, personnellement, j'ai adhéré, parce que c'est, comme on l'avait dit, c'est le genre de film que j'aime beaucoup, tu sais, le vampire, tout ça. Même s'il y avait beaucoup de romance quand même, la romance était quand même omniprésente dans ce film-là, dans mes souvenirs. Encore une fois, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, et ça... On va le voir bientôt. On va le savoir quand on va revenir à ce micro-là. Mais voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te reste? Moi, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de souvenirs du film. J'ai pas mal de souvenirs d'ambiance ou de choses comme ça, mais j'ai du mal à pouvoir retrouver des scènes, à pouvoir retrouver même l'histoire, en fait, tu vois. C'est un film qui m'a pas laissé beaucoup de choses. Et justement, c'est un peu bizarre pour du Park Chan-wook parce que c'est un réalisateur où à chaque fois que j'ai vu un de ses films, j'ai des scènes en un visionnage qui m'avaient vraiment marqué. Donc je pense que moi, je suis passée à côté de quelque chose dans le film. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le revoir parce que je sais que c'est pas un mauvais film parce que voilà, c'est Park Chan-wook et comme on dit, c'est un excellent réalisateur. C'est en plus un réalisateur auquel comme tu dis, on adhère vraiment au cinéma. Donc ça fonctionne beaucoup sur nous. Et donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que le visionnage va être bien. Ça va bien me rafraîchir la mémoire. Et je vais avoir un visionnage vraiment de redécouverte. Et redécouvrir un Park Chan-wook comme pour la première fois, je pense que c'est une bonne chose. Donc complètement. Voilà. Donc je pense qu'on peut y aller. On y va, c'est parti. Ce n'est qu'après la mort que certains commencent à vivre. À vrai dire, j'ai une maladie effrayante. Leurs sentiments deviennent plus forts. Passion. Partez avec moi. Tentation. Vous pouvez me transformer en vampire? J'ai pas honte de ce que j'ai fait. Malédiction. Ça suffit. J'aurais aimé vivre éternellement avec toi. Thirst. L'amour est éternel. Et ça y est, on vient de voir Thirst, Ceci est mon sang. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un film de type horreur-romance de 2009, d'une durée de 2h28, réalisé par Park Chan-wook. Et on retrouve notamment au casting Song Kang-ho et Shin Ha-kyun, qui étaient tous les deux dans Sympathie for Mr. Vengeance. Yes. Tu nous fais un petit pitch quand même? J'allais te demander ton avis, mais on va quand même parler de l'histoire avant de partir sur les avis. On peut faire dans n'importe quel ordre, ouais, l'ordre que tu veux. On va essayer d'être un petit peu, logique. Yes, allez, c'est parti. Thirst, ça parle d'un jeune prêtre qui se porte volontaire pour étudier une maladie
dont il va être porteur et il devra essayer de survivre tout simplement. Et à la suite de ça, il va se transformer en vampire. C'est ça. Donc il reviendra donc en Corée et là se déroulera une romance sur fond de vampirisme, de violence et de philosophie. Ouais, c'est ça. Pas facile à résumer ce Ouais, film. je suis d'accord. C'est assez compliqué, assez complexe. Il est assez complexe. Il y a beaucoup de choses dedans. Ouais, je pense qu'il y a énormément de thèmes. Il y a énormément de choses soulevées par Sean Wook. Ouais, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ça va être compliqué d'en parler parce que je pense qu'il y a différentes visions. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, moi, j'ai eu un bien meilleur visionnage, je pense. Ok, donc déjà, c'est une bonne chose. Ouais. J'ai quand même 2-3 petits points qui m'ont un peu dérangé, ou du moins qui m'ont un peu fait me questionner. Mais non, sinon, franchement, j'aime beaucoup le film et il est très beau. Bon, ça me semble qu'il y a du Park Chan-wook, dès la première image, premier plan, j'ai fait « Ah ouais, c'est bon, on est bien dans le même niveau. » Et puis, oui, il y a une belle complexité, en fait, dans l'histoire, dans les personnages, chacun dans leur évolution et entre eux. Et donc, non, c'est un très bon film. Et toi, deuxième visionnage ? Bah moi, deuxième visionnage, c'est toujours pareil que le premier. J'ai pris mon plaisir devant, en fait. Ouais. Pas facile d'en parler parce que moi, comme je l'ai souvent soulevé dans le podcast, ce qui m'attire beaucoup dans le cinéma, c'est pas le côté spectaculaire ou le côté divertissant d'un film. Ce sera plus une approche artistique. Ouais. De voir comment un auteur va s'approprier de son œuvre et proposer quelque chose soit d'original, soit peut-être d'absurdité, ou que sais-je, mais tant qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vient me questionner ou qui vient m'accrocher sur des idées visuelles, sur une DA différente de ce qu'on connaît à la base, bah moi ça m'attire tout de suite en fait. Ouais. Et en fait, Thirst, surtout on va dire dans sa première moitié de film, voire peut-être 2/3 du film, il y a ce côté déroutant qui m'a attiré. Ouais. Le fait de se questionner, de savoir où c'est que l'auteur veut nous emmener. Ah ouais, je suis d'accord. On a un peu l'impression que c'est une première partie un peu prétentieuse où et j'emploie ce mot-là sans côté péjoratif. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que Park Chan-wook veut imposer une vision, une philosophie qui lui est propre et qu'il l'a mis dans cette histoire de vampire, cette histoire d'amour, cette histoire de romance, pour ensuite revenir à ce qu'il sait faire de plus naturel, de choses qu'on a déjà vues par le passé, que ce soit dans la trilogie des Vengeances, que ce soit dans JSA. Ouais. Mais voilà, c'est un premier petit truc à chaud que je balance comme ça, parce que ce film-là, c'est vrai qu'il questionne beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a perdu là, au premier visionnage. Parce qu'en y repensant, et justement là, en le voyant et en me posant un petit peu des questions, je pense que la partie où justement on se demande où c'est qu'on va, moi ça m'a peut-être un peu trop perturbé justement au premier visionnage. Et après, il y a effectivement toute la partie vampirique avec la famille, et où là on est bien dans le côté très horreur, assez toxique aussi, hein, tu vois, la romance, elle est très toxique. Bien sûr. Et donc toutes ces relations un petit peu qui sait très bien faire, en fait, où tu as plein de dualités dans chaque personnage, il y a plein de caractères qui sont tiraillés dans tous les sens. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que le début m'a peut-être perdu un peu la première fois. Et je peux le comprendre parce que moi-même, en fait, j'ai été presque mis de côté, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, Park Chan-wook, indirectement ou peut-être directement, met le spectateur dans une position un peu inconfortable. Ouais. Même peut-être qu'il nous laisserait de côté complètement, qu'il ne pense pas du tout à nous et fait ce qu'il a envie de faire, en fait. Ouais, moi, tu vois, c'est la partie que j'ai complètement oubliée, quoi. Le côté du virus en Afrique, des tests sur le labo et tout. Pareil, j'avais dit qu'il me restait beaucoup de choses du film et finalement, pas tant que ça. Ouais. Mis bout à bout, on va dire que les images que j'avais en tête, c'est peut-être 20 minutes du film. Ouais, comme quoi, tu vois. Ouais, le film dure plus de 2 heures. C'est vrai que moi, j'avais oublié tout ce début-là. Donc, de toute façon, on peut rentrer un peu dans le film. Je pense qu'on va rentrer dans le film. Donc, comme on l'a dit, en fait, on suit un prêtre. Donc, il y a une maladie qui se passe en Afrique. On ne sait pas où exactement. On n'a pas tous les détails. Non, c'est une partie où il parle français. Mais voilà.
Et donc il se retrouve là-bas dans une espèce d'hospice un peu isolé, où en fait on va lui injecter une maladie, un virus. Ouais. Et, Donc, il a l'antidote et la maladie. Exactement. Et donc du coup, il se retrouve dans cette espèce d'hôpital en compagnie de plusieurs cas. Ils sont nombreux, je sais plus, ils avaient dit le chiffre à un moment donné. Alors ils sont une dizaine. Alors c'est que des hommes. Ils se sont rendus compte qu'en fait avec le traitement, donc c'est le docteur Emmanuel qui a découvert le virus et a créé l'antidote. C'est ça. Et donc il a pu traiter toute la population africaine. Donc eux ne sont plus sujets au virus. Et en fait ils essaient de trouver l'antidote pour la population occidentale et asiatique. C'est ça. Et il va se retrouver donc à perdre en fait son sang. Donc il y a un peu un côté, c'est un peu Ebola quoi, tu vois, avec les pustules. Et puis il y a du sang qui sort de partout. Et à ce moment-là, ils vont lui faire une transfusion sanguine d'un sang qui est inconnu. Et donc on se doute que c'est un sang vampirique. Exactement. Vampirique, mais en fait c'est plus un terme employé par Song Kang-ho, donc son personnage, qui tout de suite dit que c'est un vampire parce qu'en fait il est assoiffé de sang, et c'est comme ça qu'il ressuscite. Ouais, complètement. Parce qu'il meurt, enfin, c'est les premières minutes. Hein. Je pense qu'on va peut-être raconter 2-3 petits détails du film. On va essayer de pas trop spoiler, mais pas trop spoiler, mais le problème c'est le genre de film en fait. Si on s'attarde pas sur des petits détails, on pourra pas dire grand-chose. Ouais, je suis d'accord. Parce que sinon en fait l'épisode on pourrait quasiment l'arrêter ici, parce que si on divulgage pas un minimum, on peut pas trop en parler. Ouais, je suis d'accord. Donc je reviens à cette maladie. Dans l'intro en fait c'est le premier quart d'heure. Donc Song Kang-ho va mourir, et juste avant de mourir en fait on lui a fait une... Ou c'est après? Non, c'est après, il a la transfusion. Après sa mort, on lui a la transfusion. Après, exactement. Il se rend compte que en fait ça fonctionne pas parce que il meurt. Au moment où il déclare le décès, lui va commencer à faire ses prières et ressusciter. Et il devient après un espèce de messie parce que en gros il est le seul à... Oui, puis comme c'est un homme de foi, donc un prêtre, forcément c'est ça, c'est devenu c'est un peu un genre de super-héros en fait. Un super-héros pour on va dire ceux qui sont catholiques, parce que ceux qui vont pouvoir le soigner en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'attarde beaucoup là-dessus aussi sur le côté catholique. Park Chan-wook a choisi aussi ça. Il a bien choisi en fait pour apporter plein de messages derrière. Mais ça, on vous laissera les découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher, beaucoup d'allégories à voir qui sont peut-être propres à chacun. Ça dépend soit d'une culture religieuse ou non. Ça dépend de plein de choses. Mais il y a énormément de choses à se mettre sous la dent. On peut décider de voir qu'on a envie, ou on peut essayer juste de regarder le film et de voir s'il nous touche ou non. Ouais, complètement. Donc voilà, donc après avoir ressuscité, entre guillemets, c'est ça. Il retourne en Corée et en fait il se retrouve toujours à prêcher la bonne parole de Dieu. Parce qu'il reste prêtre, et donc il va continuer à surtout aider les personnes en fin de vie. Oui, et il intervient dans les hôpitaux, les hospices, effectivement. Avec des prières pour les... C'est ça, c'est la dernière onction. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il va rencontrer une famille qu'il a connue étant jeune. C'est ça. C'était des voisins, en fait, qu'il avait connu. En fait, ils se sont plus ou moins reliés d'amitié, donc ils l'ont invité un peu à jouer au mahjong et à manger le mercredi. Le jeudi. C'est le jeudi ? Ouais. C'est pas le mercredi soir ? Non. Non, c'est le mercredi soir. En fait, j'ai vu dans le générique, c'est tiré d'un livre de Zola. Oui, exactement. De Thérèse Raquin. Et c'est exactement cette histoire, en fait. J'ai regardé le résumé du livre. En fait, c'est il n'y a pas la partie vampirique du tout. Mais en fait, c'est l'histoire de Laurent, qui est peintre, qui va retrouver un ami d'enfance. Et en fait, il y a exactement la même dynamique. Donc, il y a le fils et sa mère qui ont adopté une nièce, en fait, dans la famille. Et qui s'est mariée avec le fils. Qui s'est mariée avec le fils. Et c'est un mariage forcé platonique. Bon, pas platonique, mais inintéressant. Et où la jeune fille est exploitée, en fait. C'est ça. C'est un peu de l'esclavage. Complètement. Et donc, c'est complètement déprimant, malheureux. Et après, quand Camille va retrouver Laurent, ils vont le réinviter pareil aux soirées domino. Et il va y avoir cette
cet adultère qui va se faire et tout. Et cette histoire de vengeance. Voilà, c'est ça. Et c'est toute la trame en fait avec la famille, c'est exactement la même. Sauf que là, il a remplacé avec le côté fantastique. Voilà, c'est ça. Il a juste non, c'est péjoratif, mais il a rajouté la partie vampirique. Oui, et après il a rajouté sa DA. C'est ça, complètement. Bon, voilà, donc après ce qui fait Thirst. Mais voilà, donc finalement, en résumant le livre de Zola, on résume la suite du film en fait, et le film va tourner autour de ça. Donc autour de cet adultère qui va se créer entre le jeune prêtre, dans le film, et la jeune femme. C'est ça. Et voilà, après c'est difficile de dérouler le film parce qu'en fait, il y a 2 tiers de film où ça se passe vraiment sur cette relation d'adultère, cette relation à la fois philosophique, à la fois, tu vois, peut-être déprimante comme tu l'as dit tout à l'heure, mais moi je vois plus ça comme, je sais pas en fait, c'est assez compliqué, j'arrive pas à mettre le bon terme sur cette relation-là. Tu sens que c'est une relation aussi d'échappatoire en fait, c'est-à-dire que la fille essaye de s'échapper d'une condition qui est triste, où elle est exploitée, ignorée et maltraitée entre guillemets. Et lui, il essaye de lutter contre sa condition de vampire qui le pousse à vouloir boire du sang et aussi... et même face à sa foi aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour lui une trahison de sa foi de vouloir avoir des relations sexuelles. Et donc, il y a toute cette ambiguïté-là, mais en même temps, tu sens qu'il se merci. retrouve... C'était ambigu que je cherchais. Voilà. C'est le terme que je cherchais exactement, parce que Park Chan-wook, il aime bien, comment dire, apporter des émotions. Là, pour le coup, pendant toutes ces scènes d'adultère, entre guillemets, il arrive à amener une tendresse, une séduction. Ouais. Mais quand tu prends un peu de recul, tu vois quand même cette ambiguïté qui est palpable. En fait, il y a des scènes qui vont être justement, comme tu dis, très tendres et d'autres qui vont être extrêmement violentes. Donc, dans juste la partie, on va dire, physique en fait, de leur relation, où c'est violent. Assez violent, mais ça dépend des scènes en fait. Mais c'est pour ça que je reste dans la première partie. Ouais. Et dans la première partie, justement, le début d'adultère, il reste quand même très, très poétique, très, c'est ça. Très charnel en fait. On sent que c'est vraiment une attirance qui est au départ mutuelle. Voilà, complètement. Et puis il y a la partie où ils se perdent chacun dans la relation en fait. Mais c'est là que justement le fait de rajouter ce mythe de vampire. Donc, comme on l'avait dit un peu dans la fin de l'épisode précédent, toute cette allégorie qui tourne autour au sujet du viol, du consentement, voilà, on y est vraiment là. Ouais, complètement. Là, on y est vraiment. Et je trouve que, pour le coup, je connais pas le livre que tu disais. J'ai vu que c'était tiré dessus. Est-ce que c'est du livre de Zola et de... Excuse-moi, j'oublie l'autre nom. Thérèse Raquin. C'est le nom du livre. Ah, c'est ça, oui. En fait, Thérèse Raquin, c'est le personnage qui joue la fille qui épouse... d'accord, je n'avais pas vu ça. Ok, j'avais pas compris ça. Et donc, du coup, d'après ce livre-là, je ne sais pas s'ils reprennent un peu cette ambiguïté-là aussi. De ce que j'ai lu du résumé, j'ai lu le résumé, pas la 4e de couverture, hein, vraiment ils expliquaient le livre. Effectivement, la fin de la relation, ça devient exactement toxique pareil, en fait. Ah, ouais. Ils vont aller jusqu'à vouloir s'entretuer, en fait. Ouais. Mais tout ça, en fait, tous ces passages-là, en fait, moi, c'est à partir de ce moment-là, en fait, j'ai trouvé le film vraiment intéressant. Parce que là, après, on sombre vraiment dans ce que Park Chan-wook sait faire, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire la vengeance. Tout ça, en fait, il a bien amené, et je trouve que on va dire, la première heure, voire un peu plus, j'ai été un peu paumé, tu vois, j'ai été un peu laissé de côté. Quand il commence à dérouler sur son dernier tiers, là, je comprends vraiment aussi qu'il voulait en venir. Ouais. Toute cette ambiguïté, toute cette incompréhension de ces, je vais dire 2 tiers du film, finalement, elle prend une ampleur je suis d'accord. Dans le dernier tiers, il déroule tout, quoi. Ouais. Pour le coup, même si on peut être dérouté face à cette première partie-là, elle est quand même nécessaire en final. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté d'amener le fait qu'ils puissent pas vivre l'un sans l'autre. C'est ça. Et en même temps qu'ils puissent pas vivre ensemble. Ouais. Et c'est... Il y a quand même...
Il y a une énorme beauté dans cette cruauté. Ouais. Et après, c'est tout la force de Park Chan-wook Ah aussi. oui, ça, c'est clairement, c'est son... Ça, c'est un truc qu'il a toujours fait dans son cinéma. Après, avec sa trilogie Vengeance, là, je pense que le thème, il le maîtrise bien. Complètement. Ce dernier tiers, justement, c'est là toute la force du film. Et c'est là que tu sens l'expérience du bonhomme dans ce thème-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment prendre mon pied devant le film et me dire, ouais, putain, là, ça y est, il déroule, je vais en prendre plein la gueule, quoi. C'est ça. Et c'était exactement ça. Et puis il a lâché les chevaux, tu pouvais pas le retenir jusqu'à ce final époustouflant. Ouais, il est magnifique. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi justement le personnage de la jeune fille, qui est un personnage qui va justement, comme elle est complètement délaissée dans la famille, et elle a 0 place en fait. Je veux dire, elle est là parce que, en gros, ils l'ont recueillie parce que c'était un peu ce qu'il fallait faire, mais elle est pas du tout considérée. Ouais, mais ils lui font surtout comprendre qu'elle est redevable. C'est ça, c'est vraiment le côté, oui, il faut participer à la vie de la maison, elle doit s'occuper du fils, alors qui est un peu teubé, et puis alors il y a le côté fragile au niveau de la santé, parce qu'il est tout le temps malade, mais il y a en plus un côté un peu débilos. Mais après, c'est surtout le fils à maman qui se fait complètement assister, quoi. Ouais, c'est ça, puis t'as surtout la mère qui... Voilà, la toxicité de la mère qui est une... J'ai pas peur de dire état, mais une grosse pervers narcissique, tu vois, c'est... Elle est là, en fait, elle joue avec les sentiments des personnes, et puis là, en l'occurrence, de la jeune fille. Autant j'arrivais pas à avoir d'empathie pour elle, mais par contre, à la fin... Ouais, t'en as complètement. Ah ouais, complètement. Et c'est là toute la force de l'écriture de ce film. C'est incroyable comment on peut prendre 2 personnages de façon différente, que ce soit dans le premier tiers ou dans le dernier tiers. Ouais, ils ont tous une évolution. En fait, c'est même pas vraiment pour moi une évolution, c'est un contre-pied. C'est-à-dire que c'est pas ils vont évoluer, avancer quelque part, c'est vraiment, tu sens que leur caractère va complètement se renverser. Donc il y a le personnage du prêtre dans sa foi, et après dans son côté vampirique, et après ce qu'il essaye d'équilibrer. Et il y a le personnage de la fille qui est, comme j'étais en train de dire, était complètement délaissée, donc un peu inexistante, quoi. Tu sens que elle est soumise, elle est complètement discrète, et au moment où elle va basculer, elle va complètement être manipulatrice et montrer en gros tout ce qu'elle cachait au fond d'elle. La vengeance. Voilà, et ça va aller au point qu'elle va complètement être annihilée par cette idée de vengeance, quoi, que ça va complètement la manger entièrement, et elle va... après... Ouais, ça va devenir une obsession. Ouais, c'est ça. En fait, elle va penser qu'à ça, et elle va devenir complètement instable et incontrôlable. C'est ça. Et il y a l'idée de se venger des personnes qui l'ont fait du mal, mais après, il y a aussi pour moi l'idée de se mettre dans une position de force auprès de personnes qu'elle connaît pas, quoi. Je veux dire, où elle sera justement dominante, et elle va pas se laisser avoir une position où elle sera de nouveau invisible, quoi. Ouais, mais tu sens qu'elle fait exploser sa frustration aussi. Ouais. Une frustration qu'elle a emmagasinée pendant des décennies, parce qu'elle... Des décennies, ouais. Elle a été recueillie, elle était enfant, quoi. Ouais, c'est vrai, bah oui. Parce que j'allais dire depuis des années, mais avec le recul, je me suis dit, mais attends, mais elle était adoptée super jeune. Ouais. Alors, dans le livre, il disait c'était à l'âge de 2 ans, peut-être un petit peu plus dans le film, mais pour moi, ça dépasse pas 6-7 ans, quoi. Ok, mais c'est pas mentionné, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Moi aussi, j'ai un doute maintenant. J'ai l'impression d'avoir vu quand en fait, ils sont à l'hôpital, et que le prêtre va, entre guillemets, faire la dernière onction pour son fils qui est censé avoir un cancer. Et je pense que là, ils disent qu'ils l'ont recueilli jeune, mais j'ai plus en tête si c'est... ils disent son âge, parce qu'au début, il l'avait recueilli comme une fille, en fait. Comme sa fille, en fait. C'est ce qu'elle dit, qu'elle l'a traité comme sa fille. On se doute que c'était pas vrai, mais... C'est pas vrai, ouais. Vu comment l'actrice a joué dans cette scène-là, tu comprends que c'était pas une simple adoption de bon cœur, tu vois. Tu sens qu'il y a des choses cachées. Puis moi, je trouve que le personnage de la mère, justement, il est hyper intéressant, parce qu'il y a... donc au départ, c'est pareil, hein, elle a un renversement de fou. C'est clair. Mais il y a ce côté où, au départ, elle est effectivement hyper attentionnée avec son fils... mais dans le bon sens, tu vois, on sent que c'est genre son fils va mourir, c'est horrible, et elle va après vouloir
ramener le prêtre dans la famille pour le remercier de tout ce qui s'est passé, des choses comme ça. Tu vois au fur et à mesure qu'en fait, il y a ce côté tu vois, elle se bourre la gueule à chaque soirée mahjong, là, et tu dis, mais en fait, tu sens que ça cache des trucs aussi derrière, quoi, tu vois. Et c'est là toute la virtuosité de Park Chan-wook qui arrive à apporter des petites choses comme ça dans le film qui te laissent de marbre au début du film. Tu te dis, mais ouais, tu mets ça, mais tu vas aller où, en fait? Ouais. Et après, le dernier tiers, c'est ça. Il te met tout en pleine gueule et puis tu comprends tout prend un sens et là, ton visionnage du film, en fait, il prend une autre dimension. Ouais. Et même moi, je reste persuadé qu'il y en a qui peuvent s'ennuyer, qui peuvent même détester le film dans ces 2 premiers tiers, mais dans le dernier tiers, qui peuvent apprécier parce que... Ouais, je suis d'accord. Parce que le dernier tiers, voilà, c'est tout ce qu'on connaît chez Park Chan-wook. Là, c'est tout ce qu'il a fait dans sa carrière qui revient dans ce dernier tiers-là et c'est juste magistral. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, moi, j'ai juste un dernier petit truc, c'est que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est le côté très humour noir, en fait, à certains passages. Ouais. Il y a quand même des trucs où, déjà, à filmer, je pense que ça devait être assez compliqué. Je pense, ouais. Mais ouais, non, c'est qu'il a réussi à mettre des scènes où, justement, il y a un peu d'absurde et d'humour. Ouais, je vois les scènes que tu parles. Mais on peut pas les raconter. Non, on peut pas ça marche pas. On peut pas parce que visuellement, c'est tout l'intérêt dans le visuel. Ouais. Là, faut la découvrir. C'est clair. C'est pas comme une blague. On peut pas la raconter parce que ça voudra rien dire déjà. Ouais, c'est clair. Parce que visuellement, c'est tellement aller chercher super loin que même dans ton imagination la plus lointaine, tu peux même pas imaginer cette scène-là. Mais par contre, lui, il y arrive. Mais je pense qu'il doit pas être tout seul là-haut non plus. Ouais. Mais il est capable de te pondre ce genre de scène-là, puis tu es surpris parce que tu te dis, mais où c'est que tu vas chercher ces idées-là? Et voilà, il faut découvrir le film. Et puis il y en a plusieurs, quoi. Juste des plans de visage, d'expression de personnages où tu te dis, mais oui, non, c'est complètement pas absurde. Et en fait, c'est une dimension supplémentaire du film que je trouve qui fonctionne très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Scène préf? Bah écoute, je pense que ça va être la même, non? Ouais, c'est la scène de la fin. Ouais. Scène où ils se parlent pas, il y a pas de musique. Scène muette. Ouais. Excellente. Où tu vas juste voir les personnages, ne pas se comprendre. Se battre pour avoir le dernier mot, en fait. Exactement, mais juste à l'image. Ouais. Pas de dialogue, à part le dialogue, le dialogue ultime, on va dire. Magnifique. Ouais, elle est splendide. Là. Magnifique. Elle est splendide autant dans le visuel que dans le message qui est passé, dans le récit qui est mis. Et en plus, comme c'est la fin, dans le dénouement, quoi. Et tu vois, là, justement, cette scène-là rattache tout ce qu'on a dit dans l'épisode. C'est-à-dire la virtuosité de l'auteur qui nous montre la scène que par l'image, qui va pas appuyer avec des dialogues. Pas besoin de montrer de la haine ou de la colère ou de la joie. On le comprend très bien à l'image. Ouais. Il y a tout dans cette scène-là qui te montre que ouais, si tu maîtrises ta caméra, si tu maîtrises ta DA, ton récit, tu es capable de raconter quelque chose juste avec des images. Ouais, et t'as pas besoin de musique qui vienne rajouter du pathos derrière ou des dialogues qui viennent t'expliquer ce qui se passe à l'image. Non. Et t'as même toute la dimension hors champ. Ouais. Alors, il est extrêmement bon là-dessus et on le retrouve beaucoup dans Thirst, beaucoup de scènes en hors champ. Mais dans cette dernière scène, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne super bien. Et ouais, non, elle est incroyable. On peut pas trop la raconter non plus. Faut la découvrir. Faut la découvrir, mais c'est pareil, même raconter, même, tu vois, c'est pour ça que le spoil, déjà c'est le mal, et ça n'a aucun intérêt. Raconter une vision d'un auteur qui a voulu montrer quelque chose visuellement et l'expliquer juste verbalement, c'est juste impossible. C'est juste impossible, surtout cette scène-là qui, justement, n'est pas du tout verbale. Ah oui, complètement. Et puis, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est tout leur communication verbale. C'est tout leur mouvement corporel qui vont en dire beaucoup. Et, non, mais t'as des acteurs excellents aussi. Ah ouais, c'est clair. Ça aide. Ça aide un peu, ouais. Ça aide d'avoir le haut du panier quand même. Mais bon, après, t'as aussi une direction d'acteur qui est incroyable. Je pense que voilà, le film, franchement, il a pas. Et puis d'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais il a remporté un prix à Cannes, prix du jury ex aequo, avec lequel je ne sais pas du tout.
mais je sais que c'est un prix ex aequo. Donc ouais, c'est mérité. C'est sa deuxième palme à Park Chan-wook après All Boy. Ouais, moi je trouve que c'est mérité. Ça a été très discutable au moment de sa récompense. Ah ouais? Mais parce que c'était discutable, je veux dire, ça a été controversé. Ouais, controversé, je sais par pas. le jury ou Controversé, je ne pense pas, mais plus peut-être une incompréhension justement de se dire que après All Boy, justement, tout le monde s'attendait à quelque chose du même level, tu vois, quelque chose de aussi chiadé, on va dire. Et en fait, Sir, ça a complètement bouleversé non seulement son cinéma et en plus la vision de ce qu'on avait nous occidentaux du cinéma de Park Chan-wook. Est-ce qu'elle a été bien accueillie, ce prix-là? Je ne pense pas. Vu les notes critiques qu'il y a sur Internet, je ne pense pas que tout le monde soit d'accord sur ça. Contrairement à All Boy, je pense que All Boy, il a fait quasiment l'unanimité. De toute façon, je pense qu'après, son cinéma, pour moi, c'est un peu tout ou rien, en fait. C'est un cinéma qui te laisse tellement pas indifférent que soit tu détestes parce que tu rentres pas dedans, que ça te parle pas et que tu comprends pas le projet. Et je pense que souvent, soit tu adores parce que ça coche toutes tes cases, quoi. Je veux dire, Ouais, mais souvent, je pense que si on reste en dehors de ça, c'est surtout dû à la violence, tu vois. Oui, aussi, complètement, ça fait partie Et après, moi, ça, c'est un argument que je comprends parfaitement. Je veux dire, on n'a pas tous la même tolérance et les mêmes envies de visionnage. Donc là-dessus. Donc juste le prix ex aequo, c'était avec Fish Tank de Andrea Arnold. Ok, je connais pas du tout. Moi non plus. Ce film mérite d'être vu. Ouais, tout simplement. Complètement. Donc, de toute façon, on va conclure là-dessus. Mais est-ce que toi, comment tu conseillerais ce film? Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'on a déjà eu la discussion de dire de conseiller à n'importe qui, aux gens qu'on connaît pas, dont on connaît pas les goûts, c'est compliqué. Mais moi, je dirais pour les personnes qui ont envie de voir un film de vampire qui sort de l'ordinaire, ou sinon envie de voir un drame familial qui sort de l'ordinaire. Ok. Moi, j'irais un peu à l'encontre de ça. Je dirais que si les personnes s'attendent à un film de vampire, qui se fantasme pas ce plaisir-là, parce qu'on n'y est pas du tout. Moi, je conseillerais plus ce film en se disant, si des personnes ont déjà découvert du cinéma de Park Chan-wook et qui souhaitent continuer sur son art, je dirais oui. Parce que là, au niveau artistique, on est à un level up par rapport à ce qu'il a fait avant. Même si cette DA-là, on le retrouvera avec Mademoiselle derrière. Ouais, mais tu penses que des personnes qui ont déjà vu du Park Chan-wook n'ont pas envie de voir toute sa filmographie? Mais genre, t'en regardes un et c'est fini, quoi? C'est possible, hein. Moi j'en connais beaucoup qui ont vu que All Boy. Hein. Ah ouais? Moi j'en vois juste All Boy, tu vois. Tu fais mais c'est juste parce que les gens ont vu All Boy parce qu'il avait reporté justement après à Cannes. Ouais, c'est vrai. Puis après, et qui avait énormément fait parler de lui de par son plot twist. Mais la majorité des personnes, je suis sûr, ils savent même pas le nom du réalisateur. Oui, donc... ça après, bon, là, moi je compatis avec tout le monde parce que moi j'ai énormément de mal avec le nom des réalisateurs. C'est-à-dire que à partir du moment où je le vois pas 5 fois sur le générique écrit en gros, je me dis c'est à ce moment-là où ça rentre. Donc je comprends que ce soit difficile de retenir tout ça, mais ouais, après moi il y a c'est vrai, c'est bizarre. Je pense que c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas découvert Park Chan-wook avec All Boy, donc j'avais déjà des... Oui, c'est ça aussi. Parce que moi je pense que ceux qui ont expérimenté du Park Chan-wook, c'est des personnes qui sont déjà, on va dire, assez curieux du cinéma asiatique et de l'auteur aussi. S'ils se demandent justement s'ils doivent aller découvrir ce film-là, oui, bien sûr. Ah oui, complètement. Après, est-ce que je le conseillerais à d'autres personnes? Ouais, à ceux qui sont curieux de cinéma. Ouais, je suis d'accord. Peut-être à des personnes, on va dire, cinéphages ou cinéphiles, qui souhaitent découvrir du cinéma asiatique, mais qui souhaitent découvrir pas forcément du blockbuster, pas forcément les films les plus connus, mais qui souhaitent découvrir quelque chose d'artistique et de philosophique. C'est sûr ce qu'il faut voir. Ouais, je suis d'accord. Et pour revenir plus généralement sur la filmographie de Park Chan-wook, c'est que il arrive à faire des choses extrêmement variées, avec aussi, moi je trouve, des DA assez singulières à chaque fois. Et donc, si vous avez aimé certains films et n'êtes pas sûr de justement avoir envie de revoir la même chose, allez-y parce que en fait, il se renouvelle extrêmement bien en fait. Il n'y a jamais un film où tu dis « Ah tiens, ça c'est un copier-coller du film d'avant ». Quoi. Alors je dirais pas un copier-coller, mais il y a des formules qui reviennent. Bien sûr, après c'est aussi sa patte, mais ce que je veux dire c'est qu'on va reconnaître son cinéma, mais moi j'ai pas l'impression de me dire il n'a pas innové sur son film. Quoi. C'est qu'à chaque fois il y a des choses qui reviennent, on sent qu'il a
des goûts pour les lumières, pour les fenêtres, les jeux d'intérieur-extérieur, des choses comme ça. Visuellement, c'est juste quelqu'un qui se... C'est pas qu'il se renouvelle, c'est juste qu'il évolue en fait. Mais bien sûr, et c'est ça qui est extrêmement bon dans ton cinéma. Après, dans la majorité de ces films, en fait, les thèmes sont plus ou moins récurrents en fait. Mais c'est traité, moi je trouve, avec des angles différents. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que le cinéma de Park Chan-wook, justement, il se reconnaît. Ah oui, complètement. Contrairement à du Bong Joon-ho ou du Kim Ji-woon, je suis qui vont explorer plusieurs facettes. Moi, je trouve que Park Chan-wook, il va rester plus ou moins dans des thèmes qu'il maîtrise. Mais qui va level up à chaque fois, tu vois. Ouais, je comprends parfaitement, je te rejoins. Donc voilà, moi c'est non, c'est ça. Donc en gros, vous êtes curieux, vous êtes curieuse, allez regarder Thirst. Bien sûr, et puis moi je trouve que c'est indispensable quand même à découvrir, comme on l'a dit. C'est le genre de film qui peut dérouter, mais le dernier tiers, en fait, rattrape le tout, pas pour dire... Ah voilà, le dernier tiers, il est bon. Il est bon parce que les deux premiers tiers ont été posés. Mais c'est ça, et parce que tout rentre en résonance et tu comprends tout, quoi. Et c'est là que tu comprends qu'un film, en fait, se résume à une entièreté, pas à une scène. Il y a des blockbusters, en fait, tu vois, par exemple, je vais prendre des films de kung-fu, par exemple, des films d'arts martiaux. Moi, je suis capable d'aller voir sur YouTube juste des scènes de baston. Le reste autour, j'en ai un peu rien à carrer, des fois. Là, ce film-là, il est indispensable dans son entièreté. Juste de voir là, ce dernier tiers, en fait, n'a aucun intérêt si tu n'as pas, on va dire, subi. Oh, subi, c'est violent quand même. Non, mais je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vraiment subi, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et, ou alors que des personnes comme moi qui vont aller chercher vraiment quelque chose de visuel. Puis visuellement, on en prend plein la gueule. Je suis désolé, ce film, il est magnifique, quoi. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter ou... Bah allez-y, allez le voir, franchement. Ouais, c'est à voir. C'est à voir, honnêtement, c'est à voir. De toute façon, tous les Park Chan-wook, c'est à voir, mais donc allez voir Thirst. Ouais, et puis juste pour conclure encore une fois, Park Chan-wook, ce qui est intéressant, c'est de voir dans sa chronologie. Ouais, je suis d'accord. Parce que tu vois vraiment son évolution, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans sa DA. Ouais. Et dans, justement, comme tu disais, l'évolution de son thème et du traitement de ses thèmes. Ouais, je suis d'accord. Et c'est quelque chose d'intéressant à faire, et c'est dommage finalement qu'on l'ait pas fait, tu vois. Ouais, mais je suis contente d'avoir commencé par Sympathie, pour le coup. Sympathie par Mr. Vengeance. Pour cette trilogie-là, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais j'espère qu'on continuera avec Oldboy justement pour voir cette... non, c'est Lady Vengeance entre deux. Non, c'est Oldboy. Lady Vengeance, c'est la 3e. Ah putain. Eh oui. Je pensais que j'avais commencé par le début, moi, mais non. Eh non. Ah, t'es raté. Voilà, je t'apprends quelque chose. Mais c'est pas grave. Je suis persuadé que c'est le dernier, moi. Non, c'était... parce que... Parce que je crois je l'ai vu dans ce sort-là, donc en fait... Ouais, peut-être, mais... Moi, je crois qu'au début, je l'avais pensé aussi, parce que c'était Oldboy le plus connu. Ouais. En fait, c'est parce que comme il était sur un piédestal, on pensait tous que c'était... Ouais, ça doit être ça. Et finalement, non, en fait, c'est le deuxième... Ouais, parce qu'en plus, j'ai des conneries, parce que j'ai commencé par Lady Vengeance, moi. Donc, j'ai pas commencé par Mr. Vengeance. Ouais. Donc, c'est... Et ben voilà. Et ben, comme quoi, j'ai chié ma culture Park Chan-wook. Désolé. Honte à moi. C'est pas une honte, hein. On en apprend tous les jours. Hein. C'est ça. Puis nous, après, nous, on le dit aussi dans ce podcast-là, nous, on va pas essayer de chercher les potins, tout ce qui est autour. Nous, on vit un film, en fait. C'est ça. On regarde un film, on parle du film parce que le film nous a touchés ou autre chose, mais on va pas aller chercher des petites anecdotes, des trucs comme ça. Pour être complètement honnête, moi, ça c'est un des sujets où au départ, quand tu m'as dit qu'on allait faire un podcast, où j'étais un peu... pas réticente, mais genre je me suis dit, mais parce que moi tout ça je connais pas en fait et je fais pas. Ouais, et je me dis c'est pas non, il y en a d'autres qui le font très bien, c'est ça. Déjà il y a ça, et puis répéter ce que les autres disent très bien, il y a pas forcément d'intérêt. Et puis parce que justement moi, comme je sais que c'est pas quelque chose où si on me partage ces infos là, je les prends toujours avec beaucoup de plaisir. Tu vois, quand on me raconte des anecdotes sur des films, de regarder des making-of et tout, c'est toujours apprécié. Mais c'est pas une démarche que je vais avoir. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais je vais jamais aller taper sur Google anecdote sur le tournage du film. Non, machin. moi ça m'intéresse pas. Et donc je dis, c'est quand j'ai l'info, je la trouve toujours super intéressante et je l'apprécie. Et donc je me suis dit, mais en fait, je vais rien avoir à dire en fait, parce que je veux dire, si je parle pas du film et de comment il a été tourné et de ce qu'ils ont fait et de ce qui s'est passé et tout. Et donc au final, je pense que ça va, on arrive à dire des trucs. Mais voilà, donc... Non, mais c'était le but du podcast aussi, c'est de parler d'un film à chaud. Et je pense que juste d'avoir mis ce concept-là, en fait, ça nous permet aussi de pas s'attarder
sur l'histoire du réalisateur, sur l'histoire du film, du producteur, de la femme du caméraman. Voilà, non, moi personnellement, c'est des trucs qui m'intéressent pas. Moi, je veux parler de sentiments, je veux parler de cinéma. Je veux parler de ce que j'ai ressenti devant un film. Ouais, qu'il ait fait tant de millions au box-office ou au contraire qu'il ait marché, qu'il ait floppé. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ça Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, j'ai des films que je classe comme chefs-d'œuvre qui ont floppé au cinéma, tu vois. Qui ont floppé auprès du public parce qu'il était incompris. Donc, moi, les chiffres, ça veut rien dire pour moi, tu vois. Un film qui va avoir 200 millions de budget, c'est pas forcément un grand film. Un film qui en a 10, c'est là que je vais aller voir justement comment ils ont travaillé avec aussi peu de budget. Ouais. C'est là que ça m'intéresse. Et bon, après, moi, pareil, je suis aussi friand d'anecdotes. Tu vois, s'il y en a, si je les écoute, si je les vois passer devant moi, je vais les prendre. Mais je vais pas aller les chercher pour aller les répéter, tu vois. Si moi, j'ai cherché quelque chose pour le répéter, n'importe qui peut le faire. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a aussi le côté où tu te dis, si l'objectif, ça avait été de faire ça, tu vois, de chercher des détails croustillants sur les tournages, choses comme ça, c'est que déjà, ça demande un temps fou pour des gens qui ne sont pas dans le métier et qui ne sont pas, déjà plus informés sur ces sujets-là. Et après, il y a aussi le côté, Internet, t'as un peu à boire et à manger, quoi. Donc, tu peux très bien te retrouver avec des super anecdotes super sympas ou des trucs qui sont complètement faux. Ouais, mais t'as les fausses anecdotes aussi. C'est ça, t'as des anecdotes d'anecdotes où t'as... Des fois, c'est un peu incompréhensible, les anecdotes. Tu vas avoir... on va te dire rouge d'un côté, après on va te dire bleu. Tu dis, mais c'est laquelle je dois prendre? Finalement, pourquoi essayer de trancher ou essayer de trouver la vérité? Nous, avant tout, ce qui est le plus important, c'est le film en lui-même, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Donc on a bien choisi notre concept, je crois. Je pense aussi, et puis c'est une facilité aussi pour nous, parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste regarder des films. Ouais, regarder des films et kiffer d'en parler. Ouais, quoi, et puis justement, promouvoir un peu ce genre de cinéma-là, parce qu'il n'est pas assez visible. Ouais, et si nous, à notre échelle, on peut... juste donner un peu des idées de films à des gens, donner un peu à... Contribuer, puis donner un peu de culture aux gens, tu vois, de dire, tiens... tu vois, moi j'aimerais bien, tu vois, qu'avec le temps du podcast, tu vois, qu'il y ait des personnes qui disent, ah merci, j'ai découvert ce film-là grâce à vous. Carrément. C'est cool. Moi, juste ça, tu vois, ça me ferait kiffer. C'est clair. Pas parce que c'est pas mon film, je m'en fous, tu vois. Mais juste qu'en fait, quelqu'un a aimé un film que nous, on a aimé. Ouais. Ou inversement, ça se peut, il y en a qui vont aimer un film qu'on n'a pas du tout adoré. Ouais, et puis de nous dire aussi ce qui a fait... Moi, c'est des trucs que j'aime bien discuter avec des gens, que ce soit sur des films, de la musique, des romans, mais d'avoir des avis... divergents et de pouvoir dire toi ce que t'as beaucoup aimé moi je l'ai pas aimé ou à l'inverse, ça s'appelle le partage et puis les recommandations c'est archi bien quoi. Ouais, et puis sans jugement, de toute façon on est toujours sans jugement, on n'est pas là pour dire tiens t'as aimé ça, moi je trouve que c'est de la merde. Non, c'est pas notre délire. Donc c'est pas très constructif quoi. Pas du tout. Et si on passait aux avis des auditeurs? Et oui, on a mis en place un nouveau petit concept. Oui, effectivement, on vous a demandé sur Instagram ce que vous avez pensé du film. Donc l'idée, c'était soit de nous laisser des questions par rapport au film, ou par rapport à ce que vous voulez, ou votre avis sur le film du jour. On a eu 2 petits commentaires. Ouais, pour merci, commencer, c'est très bien. Merci aux 2 éditeurs, on va les mentionner bien sûr. Je te laisse lire le premier. Ouais, donc le premier, c'est de Camille de Cinéphage, le podcast. Super podcast cinéma, au passage, donc allez écouter ça. Alors Camille nous dit... Traumatisé à vie par le bruit horrible, donc bien écrit en gros, de succion des vampires, mais sinon c'est cool. Ouais, déjà merci Camille, c'est toi qui ouvres le bal, encore une fois. Ouais, c'est clair. Après l'invitation dans le podcast, c'est toi qui ouvres le bal sur les commentaires. La boucle est bouclée. Qu'est-ce que tu penses de son commentaire? Ouais, alors... Au niveau des succions, qu'est-ce que t'as à dire? En fait, j'ai pas eu l'impression que c'était horrible, en fait ça m'a pas traumatisé particulièrement. Mais je peux comprendre que le bruit est un peu peut être désagréable. En fait, c'est pareil, ça m'a pas choqué sur le coup, mais je crois savoir ce qu'il veut dire. En fait, c'est une succion. T'avais l'impression qu'en fait, c'est comme si tu faisais un suçon à quelqu'un. Ouais. T'as le bruit vraiment de la peau, tu vois. Parce qu'il y a pas, en plus, c'est très organique comme. Ouais, puis il y a pas les dents pointues qu'on a d'habitude donc où ça va transpercer la peau et aller direct à l'artère, quoi. Donc là, c'est vraiment genre tu croques un bout et puis tu. Ouais, tu vois, je sens vraiment, tu vois c'est très réaliste en fait. Ouais. Ça fait moins le côté, comme tu dis, tu vois les dents se planter, ça fait un peu un bruit de paille, tu vois. Ouais. Mais là, t'as pas ce bruit-là et en fait, ça fait très réaliste, très organique et je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Donc ensuite, on a eu un deuxième commentaire de Real Rampage. Donc merci à toi pour ce commentaire. Il nous dit: je m'attendais à être déçu après la trilogie, mais il est prenant.
on n'a pas envie que ça s'arrête. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai eu à sa sortie. Il nous avait laissé ça sur une des vignettes. Ouais. Et je lui avais répondu que j'avais eu cette même sensation-là. Parce que comme on l'a mentionné, le dernier tiers du film monte vraiment en puissance. Ouais, carrément. Et en fait, t'as pas envie, là tu commences à prendre quelque chose de sérieux dans la gueule, de plaisant et puis de bien Park Chan-wookesque, et t'as pas envie que ça s'arrête en fait. Ouais, c'est clair. Tellement lancé sur le truc, et puis après on l'a encore dit, mais là avec la fin grandiose, t'as pas envie que cette magie-là, cette poésie-là s'arrête, et t'as toujours envie d'en avoir un peu plus. Et moi, pour mon premier visionnage, c'est exactement ce que j'ai eu. Surtout comme on l'avait dit, la première partie qui était un peu plus lente à se mettre en place, un peu plus contemplatif et un peu plus posé. C'est vrai qu'à la deuxième partie, ça m'a un petit peu remué. Je suis rentré vraiment dans le film, même si j'étais déjà dedans. Et ça t'a remis, ça t'a réaccroché. Exactement, même si j'étais déjà accroché, mais différemment. Et en fait, cette partie-là m'a dit, waouh, j'étais complètement hypé. Finalement, elle était trop courte par rapport au reste du film. Ça vient titiller d'autres trucs en fait. C'est que c'est vraiment, moi je trouve que la première partie, comme tu dis, qui est plus contemplative, elle va nous emmener plus sur sa quête à lui aussi, tu vas un peu aussi de sa foi, de sa religion et tout. Et après, la deuxième partie, il y a plus de confrontation, il y a aussi le personnage de la fille qui va prendre plus d'ampleur, donc il y a beaucoup de choses qui viennent se rajouter. Et donc on va avoir des sentiments différents qui vont arriver pendant le visionnage. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, de nous avoir donné votre avis sur le film. Et puis, on vous reposera la question systématiquement sur les prochains. Donc, faites-vous plaisir. Venez nous mettre des petits mots. L'idée, c'est que vous venez participer de plus en plus. Pour Thirst, quand j'ai posé la question, je me suis dit, merde, c'est peut-être un peu trop niché pour un premier film. Mais mais c'est très bien. Très bonne surprise, on en a eu 2. Honnêtement, je pensais pas en avoir. Du coup, c'est très cool. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Et pour les prochains films, n'hésitez pas. Je mettrai une story à chaque fois avec la petite question. Par contre, je sais qu'en répondant directement dans l'encart de la question, il y a une limitation de mots. Donc, si votre commentaire rentre dedans, il n'y a pas de problème. Mais sinon, n'hésitez pas à l'envoyer directement en DM. Oui, c'est la même chose pour nous. Si vous voulez plus développer, si vous voulez écrire un pavé de 3 livres, on va les lire, c'est pas grave, on a le temps, nous. Donc voilà, donc n'hésitez pas pour les prochains. On posera la question chaque fois. Bon, même si pour certains films, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a des films dans la liste, j'ai l'impression que c'est carrément obscur, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'ait vu. Ouais, mais après, ça peut aussi être si vous l'avez pas vu, mais que ça vous donne envie, si vous en avez entendu parler, mais vous l'avez pas encore vu. Même des questions, en fait. Ouais, carrément, des questions par rapport au film, ça nous fera toujours plaisir de vous répondre. Et ça nous permettrait peut-être même de rebondir sur notre critique, parce que c'est peut-être, par exemple, l'histoire de la succion, on n'en a pas vraiment parlé. Ouais, c'est clair. Et puis là, avec la question, justement, on est amené à en parler, donc c'est cool. En fait, ça nous permet aussi de rajouter un peu de contexte, un peu de matière sur nos critiques, donc c'est tout bénef pour tout le monde, en fait. Exactement. Vous passez dans l'émission, et puis nous, on en rajoute encore, et on parle encore, donc c'est tout bon pour nous. Donc voilà, merci encore, et puis au plaisir de vous lire dans les prochains épisodes. N'hésitez pas, surtout, mettez-nous des petits mots, ça fera plaisir. Donc voilà, on passe quand même aux recommandations, parce que ça fait déjà 1 heure d'enregistrement, et puis on n'a pas encore fini. Ouais. Tu veux commencer ? Ouais. Allez, vas-y. Je me suis rendu compte que quand j'ai cherché un livre dans ma bibliothèque pour pouvoir parler d'un truc qui avait un lien avec Thirst, j'en ai pas trouvé. J'ai pas de livre de vampire. On n'a pas de Blade ? Non, on n'a pas de Blade. Non, j'ai pas de Blade. J'ai pas de comics Blade. J'ai pas de Entretien avec un vampire. Tous les Annie Rice, je les ai pas. Twilight, non ? Non, non, merci. Je les ai pas lus, je les ai pas vus, et voilà. J'irai pas plus loin. Donc non, j'ai pas de truc de vampire, donc je vais recommander un livre que j'arriverai pas à classer. C'est entre le drame, le thriller, l'enquête identitaire. Ça s'appelle The Nowhere Child de Christian White. C'est l'histoire d'une femme australienne qui est prof de photographie qui rencontre un comptable en Australie, à Melbourne, qui lui dit qu'elle est une enfant qui a disparu au Kentucky il y a 28 ans. Et donc, elle se rend compte qu'il y a une enfant qui a disparu à l'âge de 2 ans, qui s'appelle Sammy Wen, et qui a disparu juste après son anniversaire. Et elle décide d'aller au Kentucky, dans la maison où de cette Sammy Wen, et de savoir un peu ce qui s'est passé. Et de comprendre est-ce que c'est moi, déjà ? Est-ce que j'ai vraiment disparu à l'âge de mes 2 ans ? Est-ce que
mes parents sont vraiment mes parents, pourquoi je suis là, et c'est trop bien. Il y a plein de... comme je disais, une quête identitaire qui est super bien menée, parce que il y a quand même l'idée de se dire qui je suis. Mhm. Après, il y a tout le côté, si elle a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est... est-ce qu'elle a été abandonnée? Est-ce qu'elle a été enlevée? Si elle a été enlevée, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ses parents actuels? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Elle a aucun souvenir. Et donc, il y a plein de dimensions. Elle arrive dans un endroit qui est extrêmement marqué par la religion, vraiment type secte. Et voilà, donc en plus, il y a arriver à naviguer en fait dans tout cet univers qu'elle connaît pas, aller dans un nouveau pays. Et voilà, c'est très bien. C'est une bonne enquête, autant policière que un peu d'identité. C'est très sympa. Tout ce que t'aimes. Tout ce que j'aime. Donc The Nowhere Child. Parfait. À toi. Moi, ça va être un petit truc vite fait. On l'avait déjà regardé, ces vidéos. Ouais. C'est la chaîne YouTube de Fizi. C'est les vidéos qu'on a regardées où il fait le tour de Central Park et il fait écouter du rap français. C'est trop bien. Ouais, qui fait écouter du rap français à des Américains. Ouais. Qu'on aime ou pas le rap français, c'est une chose. Moi, je suis friand de ça. Moi, j'ai grandi là-dedans. À part ça, ces vidéos, elles sont magnifiques. Ouais. Voilà, je parlais tout à l'heure de DA sur Park Chan-wook et là, dans ses vidéos YouTube à lui, il y a une DA aussi. Ouais, elles sont trop belles. Visuellement, c'est beau. Il filme un peu Central Park, il filme un peu les... New York, ouais, de manière générale. New York, t'as raison. Les gens. Et t'as des discussions qui se font entre un Français et des New-Yorkais autour de la musique. Ouais. Et c'est super intéressant parce que dans le concept, je l'adore en lui-même parce que faire écouter du rap français à des personnes qui ne comprennent pas la langue et qui essaient de comprendre à travers une prod, à travers, on va dire, une voix, qu'elle soit plus ou moins grave ou aiguë, en fait, ils perçoivent un petit semblant de message dans la musique. Ouais. Et ils disent, est-ce que la musique, elle parle de ça? Ouais. Ah ouais, comment tu le sais? Je comprends pas le français, mais en fait, comment la personne rappe avec l'instru, tout ça, je sens en fait des émotions qui... Et c'est super intéressant. C'est pas juste des discussions de dire « Ah ouais, c'est trop bien cette musique, ça me fait danser, machin. » Non, il y a une vraie profondeur dans les discussions, il y a des vrais questionnements. Et tous, ils disent ce que ça leur fait ressentir. Ouais. Justement, de pas comprendre les paroles de la chanson, ils vont vraiment se focaliser sur leurs émotions. Ouais. Et c'est super bien parce qu'on va voir des personnes... Aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est extrêmement éclectique. Ouais. Donc, c'est tous les âges, toutes les nationalités. Hommes, y a pas, femmes, voilà, des groupes de... Enfin, il y avait une vidéo, il y avait deux jeunes femmes et ils avaient chacun un avis complètement différent. T'avais une personne qui écoutait exclusivement du hard rock et justement, comment il parle de son ressenti sur le rap français, c'est super intéressant. C'est quelqu'un qui était open, qui arrive à en parler avec des émotions. Ouais. Et non, ces vidéos, enfin, pour le coup, c'est une petite chaîne, il n'y a pas grande vidéo. Il en a fait des nouvelles depuis non. Il y a deux vidéos où il filme des réactions sur le rap français, et il en a deux autres sur d'autres thèmes, en fait. Il n'y a pas grand-chose, mais vraiment, juste pour la DA de la vidéo, c'est à voir. Ouais, elles sont super... Puis moi, j'aime bien, juste comme on parlait tout à l'heure, l'idée de partage, en fait. De juste se dire que on recommande des choses, pas forcément pour se dire qu'il faut que la personne en face, elle approuve ce qu'on dit, mais plus l'idée de partager. De susciter l'intérêt, et qu'après, ce soit bon ou mauvais, c'est pas grave. Juste, comme tu dis, d'être open, en fait, sur ce qu'on... Et c'est toute la magie de ces vidéos, en fait. C'est que tu rencontres des personnes open, quand tu dis complètement éclectiques, qui viennent d'horizons différentes, et avec une belle DA derrière, et des visuels sur New York qui sont magnifiques. Nous, la vidéo, on l'avait regardée, je m'en souviens, c'était un dimanche, j'avais l'impression d'être en week-end là-bas. C'est clair. Tellement c'était chill, tu vois. Et puis, moi, je trouve que... Alors, je pense que ça aurait été un peu absurde de le faire dans l'autre sens, mais il y va avec tellement de bienveillance que les gens le réceptionnent aussi comme ça, en fait. Tu sens que tous les autres... Alors après, peut-être qu'il a eu au montage des gens qui étaient pas bien sûr, sans doute. Je sais pas, je me pense. Mais je sais pas, il y a un côté je trouve hyper bienveillant
des deux côtés. Et donc, je pense que c'est aussi son énergie à lui qui va amener les gens à avoir envie de se poser sans doute, carrément, d'écouter. carrément. De se dire, bah voilà, on écoute un quart d'heure de rap français, on comprend rien, mais. Puis tu sens que lui-même, Fizi, en fait, il est pas intrusif, tu vois. Il vient pas. Il s'impose pas dans la vie des gens, il impose pas des choses, en fait. Tu sens que c'est naturel et il va juste poser des questions aux gens. Est-ce que tu as 2 minutes pour écouter ça? Et là, tu as une discussion entre deux personnes sur de la musique. Et moi, je trouve ça beau. C'est le partage, en fait. Je trouvais ça super beau. Ouais, c'est trop. J'ai adoré, moi, les vidéos. Donc voilà, je vous conseille cette chaîne-là. Donc c'est Fizi. Ça s'écrit Pheezy. Allez regarder, il n'y a pas grande vidéo, mais ça vous prend pas énormément de temps. Mais voilà, vous allez chiller pendant un petit peu de temps. Et c'est exactement ça, vous allez chiller. Voilà, c'était une recommandation. Et maintenant, on va regarder ce qu'on regarde la semaine prochaine. As-tu encore des envies, Ah bah moi j'ai envie toujours de dark. Moi. Là je suis pas dans ma phase genre j'ai envie d'une comédie ou d'un truc léger. Franchement là, je suis en train de prendre du plaisir sur des choses dark où visuellement tu vas chercher des choses un peu sombres. On peut rester sur Park Chan-wook. Park Chan-wook, bah pour le coup on est dans la sombritude. C'est ça. C'est parti. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Les enfants du temps. Les enfants du temps. Bon, on n'est pas du tout sur du Park Chan-wook. C'est pas grave. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien, donc film d'animation japonais. Ouais. Un film qu'on avait bien kiffé tous les deux. Ouais, moi j'avais adoré. En même temps, Makoto Shinkai, on l'a pas tout vu de lui, mais on a vu Your Name et Suzume. Ouais, moi j'avais adoré les deux aussi. Je pense que j'avais un énorme coup de cœur, moi c'était pour Suzume. Ah, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Your Name, pour le coup, Ouais, moi aussi, hein, mais je pense que celui que j'aime énormément, c'est Suzume. Ouais, je sais pas, il y a ce côté un peu exploration, quête initiatique, tu vois, qui m'a vachement plu. Et non, mais en fait, voilà, on a vu que 3, mais les 3 qu'on a vus, non, c'est... Bah, à chaque fois, moi, je trouve qu'il y a ce thème de la quête c'est vrai. qui est extrêmement forte. Mais Les Enfants du Temps, c'était vraiment excellent. Ouais. Et j'ai hâte de le revoir. Moi aussi, c'est parti. Donc on change de registre complètement, mais c'est pas grave, on va se faire plaisir aussi. Animation, c'est le deuxième. Troisième. Il y a eu Akira et Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, exactement, je l'avais oublié. T'as oublié Princesse Mononoke. Ouais, il y avait que Akira qui m'était resté en tête. Donc troisième film d'animation. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. On se donne rendez-vous pour l'épisode 42. Voilà. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Continuez à nous harceler de messages. Non, on l'a pas harcelé du tout de messages. Mais continuez à... Commencez à nous harceler de messages. Commencez à nous harceler. Continuez à liker là où vous pouvez, nous donner la visibilité. C'est important pour nous. C'est important pour le futur du podcast. Donc, c'est important pour l'humanité. Exactement. Pour le cinéma. Pour le cinéma. Donc voilà, on vous dit à bientôt tout le monde. À bientôt, portez-vous bien et sur ce, ciao. Ciao.